Cher, est-ce qu'on peut comprendre que les deux raisons citées étaient les seules derrière votre très long séjour en Iran? Je crois que j'ai bien parlé de deux raisons principales, mais aussi j'ai fait allusion à une troisième, hein, bien que je ne l'ai pas explicité. Et d'ailleurs, les raisons étaient plus que trois. Mais pour l'instant, je vais commencer par éclairer la troisième qui était la principale, qui est devenue plutôt la principale par la suite. Puisque au départ, bon, je n'avais pas totalement choisi ma destination, ça je l'ai expliqué. Je n'avais pas d'autres opportunités. J'avais une famille, donc je devais accepter la seule offre de travail qui m'a été présentée. Par la suite, pourquoi je n'ai pas cherché à aller ailleurs? J'ai découvert, parmi les premières découvertes que j'ai faites dans ce pays, c'était même dans les premières semaines, j'ai découvert que ce que nous entendions à propos de cette révolution et ce pays, et de son impact direct sur ce qui se passe dans notre pays, n'est pas du tout conforme à la réalité des choses. C'est-à-dire que du moment qu'on commence à comprendre ce qui se passe, on a tous les jours la possibilité d'être surpris et gravement même surpris, d'une façon même dramatique. Étant le président du MRU à cette époque-là, au départ, je n'avais pas de mission bien précise. Bon, j'étais là pour les deux causes que j'ai citées. Mais du moment que j'ai constaté ces réalités-là, j'ai vite fait mon rapport aux frères qui continuaient à être fidèles à cette époque-là, parce qu'entre-temps, je n'ai pas voulu parler de ça, il y a eu une trahison de quelques-uns. Alors, j'ai fait la correspondance qu'il fallait donc avec ceux qui étaient restés fidèles pour prendre leur avis. Et tous, ils étaient d'accord pour que je dois rester là pour être tout près du centre de la décision réelle et qui commençait à influencer d'une façon dramatique le cours des événements chez nous. Essentiellement, ce groupe qui paraissait très anodin et qui paraissait de simples prédicateurs traditionnalistes et tout ça, prenait de plus en plus de vigueur avec la grande campagne contre la mouvance, toute la mouvance islamique. Ils se sont impliqués sciemment avec le régime. Et certains d'entre eux, pour ne pas généraliser, certains d'entre eux sont devenus des indicateurs et ont permis au régime d'écraser carrément toute la mouvance islamique, toute tendance comprise. Et là, c'était ma découverte, c'était avec le feu vert des milieux traditionnalistes, conservateurs, à Rome. Alors, je ne peux pas dire que c'était une décision politique au plus haut niveau, c'est-à-dire peut-être ça n'engageait pas l'État, je ne peux pas dire ça. Hein. Ça, c'est une affaire qu'il faut vraiment, par la suite, c'est à l'histoire de la prouver. Mais ce qui était sûr à cette époque-là, c'est que les milieux conservateurs avaient donné donc, des ordres et avaient donné des consignes à tous ceux qui se réclament du chiisme safawi, de collaborer avec le régime. Et là, ce n'est pas des racontards, hein, parce que moi-même, je suis arrivé à avoir une fatwa, en ce sens, pour être sûr. L'un des plus grandes références m'a donné une fatwa, et il a refusé de la donner par écrit, bien sûr. On ne donne jamais des fatwas comme ça par écrit. Mais là, c'était ma grande surprise. C'est que, puisque ce sont des sunnites, donc, pour eux, sunnite égale Nasibi, égale Kafir, égale Mahdour Dam,
Et voilà, vous pouvez aider le régime contre eux. Ça, c'est une découverte terrible. Et je me suis dit, là-bas, on nous fait comprendre autre chose. Tout à fait le contraire. Voilà, nous sommes des frères, je ne sais pas quoi, toute cette histoire-là de rapprochement, tout ça. Et ici, j'entends de la bouche de la plus grande référence. Et par la suite, je suis allé vérifier qu'ils sont unanimes. Toutes les grandes références du chiisme safawi. Pour eux, l'équivalence entre sunnite et nasibi, c'est une évidence. Et pour eux, un nasibi, bien sûr, c'est un kafir. Pour eux, chaque kafir mérite la mort. Donc juste expliquer Cheikh Nasibi, ça veut dire quoi? Alors là, ça nécessite tout un cours, mais voilà, je vous le résume en 2 mots. Nasibi, c'est celui qui fait nasb, c'est-à-dire être l'ennemi de Ahlul Bayt. Alors, pour eux, du moment que tu es sunnite, donc tu considères que les apôtres du prophète n'ont pas apostasié, le fait de ne pas reconnaître ou de ne pas dire que les apôtres ont apostasié et de ne pas les maudire, ça veut dire que tu es un ennemi de Ahlul Bayt. C'est si simple que ça. Et donc, si tu es un ennemi de Ahlul Bayt, c'est-à-dire Nasibi, tu es un kafir. Et si tu es un kafir, regardez combien y a-t-il d'équivalence là, c'est terrible. Si tu es un kafir, donc à toute occasion, si on peut te trouver dans un coin, reculé, et il n'y a aucun risque, on peut vous tuer. Bien sûr, votre argent leur est tout à fait halal, licite, ils peuvent vous piller. Et s'il arrive à vous piquer quelque chose, ils n'hésitent pas. Donc, parce que vous êtes kafir, c'est-à-dire votre sang est licite et votre argent aussi. Et pire que ça, si un jour votre femme se convertit à leur religion, elle n'a plus le droit de rester avec vous. Elle n'a même pas besoin d'un divorce. Elle doit se séparer automatiquement de vous. Et c'est ça le grand malheur qui m'a révolté et m'a poussé à partir de 2011, lorsque je suis revenu en Tunisie, à ouvrir un front auquel je n'ai jamais pensé. Parce que j'étais confronté à 4 familles déjà disloquées par cette fatwa. Donc, ce n'était pas quelque chose en l'air, c'est un mécanisme qui fonctionne et qui a commencé à fonctionner depuis les années 80. Alors, en mon absence, ça s'est aggravé parce que ça s'est répandu et tout ça. Mais déjà, en 1991, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai découvert tout ça. Alors, lorsque j'ai fait la correspondance avec les femmes, ils m'ont dit, vraiment là, c'est dangereux. Alors, puisque vous n'avez pas d'autres possibilités, essayez de rester là-bas autant que possible, quitte à les ménager au maximum. Bien sûr, là, je me suis trouvé dans une position où je devais les ménager au maximum pour pouvoir comprendre réellement de l'intérieur qu'est-ce que cette religion-là. Et auparavant, personne n'a pu le faire. Alors, ceci étant, donc je devais tout de même trouver d'autres arguments plus solides pour rester là-bas, non pas en tant que chercheur ou quelqu'un qui a simplement une mission scientifique. J'ai demandé à ce qu'on m'accorde le statut politique, puisque moi j'étais en exil. J'ai pas demandé l'asile politique du tout, parce que je savais qu'ils ne le donnent pas. Mais j'ai demandé à avoir une représentation de notre mouvement, de MRU, au même titre qu'ils l'ont donné à beaucoup d'autres représentations. Et là, j'ai fait les premières démarches. Alors, là, j'étais surpris parce que quelqu'un a voulu être très franc avec moi. Il est venu me dire, écoute, votre démarche ne va mener à rien. Jamais, jamais de la vie, on ne va gâcher
on va gâcher notre relation avec M. Ben Ali, qu'on essaie de toutes nos forces de renforcer. Et donc, contentez-vous de votre statut de chercheur ou d'étudiant ou quoi que n'importe ce que vous voulez faire, faites-le. Et de préférence que ça soit loin de Téhéran pour ne pas nous impliquer politiquement contre le régime avec lequel on a commencé. Parce que juste quelques mois auparavant, il y avait une brouille et les Iraniens voulaient renforcer les relations. Donc il se tenait le régime? Oui. Et j'ai rencontré le chargé d'affaires lui-même. Il m'a dit, moi je pars là-bas et je vais essayer de réparer tout le gâchis qui a été fait. Alors, je ne veux plus vous voir ici, ça nous cause des problèmes. Et contentez-vous de votre statut un peu loin de chez nous. Bon, parmi les raisons pour lesquelles j'ai choisi de rester à Rome, parce que c'est pas loin de Téhéran. Je ne pouvais pas rester à Téhéran parce que ça les agace, ça les dérange. Et je ne peux pas m'en éloigner aussi et choisir autre ville, une autre université ou quelque chose d'autre, parce que je vais être près de la capitale pour pouvoir continuer mon activité. Mais par la suite, ça s'est transformé en un siège carrément, et je ne me suis pas rendu compte. Ce n'est qu'après mon départ de l'Iran, c'est-à-dire plusieurs années, que j'ai compris qu'il y a eu des gens qui ont voulu me voir, et ils arrivent, ils débarquent là-bas à Téhéran, et ils demandent tout naïvement mon adresse, et ils refusent de leur donner. Ils reviennent, ils rebroussent chemin. Donc j'étais carrément encerclé là-bas. Et mon téléphone était toujours sous écoute. Donc quand on essaie de me téléphoner, la communication tombe ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre la reçoit, pas moi. Et tout cela, je n'ai pas compris. Ce n'est qu'après quelques années. C'est-à-dire quoi? Après que mon passeport est venu à terme, et j'étais là-bas, quasiment séquestré. Bon, personne ne m'a séquestré administrativement, mais là, je n'avais pas de passeport, je pouvais aller nulle part, et donc c'était un peu cette réussite obligatoire. Comment ça se fait, une réussite obligatoire? Bon, c'est une occasion de se consacrer à 100% au travail scientifique de recherche. Parce que sinon, cette occupation politique, cette activité politique, prenait auparavant beaucoup de mon temps. Et donc ça a été pour moi une réussite obligatoire, Tawfiq Ijbari. Et j'ai pu là réellement comprendre tout ce qui a amené cette société, avec tout son passé glorieux de civilisation, tout ce qui a amené cette société, la société iranienne, avec sa richesse, la richesse de son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à accepter ce corpus idéologique vraiment mythologique qui est l'héritage safawi. Et avoir à analyser ça et le comprendre scientifiquement, c'était pour moi déjà un objectif scientifique de première priorité. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai compris que la chiisation d'une classe des jeunes partout dans le monde se faisait avec une rapidité inouïe. Et donc, quelle chiisation? Je me posais la question. Est-ce qu'ils veulent que le monde avance ou va en arrière? Mais il faut donc comprendre, c'est ça ce que je me disais, il faut donc comprendre, non seulement de façon superficielle, comme l'ont toujours fait les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, mais non, il faut le comprendre en détail, il faut l'analyser, et il faut le comprendre même plus qu'eux-mêmes. Est-ce que je suis arrivé à le faire? Et lorsque j'ai commencé à produire les fruits de mes recherches, eux-mêmes, ils étaient scandalisés par leur état. Lorsque j'ai démontré la falsification de leur doctrine au cours de l'histoire, ils ne pouvaient pas m'écouter. Parce que pour eux, hein, c'est comme si quelqu'un, tu lui dis, après toute sa jeunesse, à l'âge de 50 ans par exemple,
voilà, tu n'es pas le fils légal de ta mère et de ton père, mais tu es plutôt leur enfant naturel, par exemple. Est-ce qu'il va accepter ça? C'est dur, c'est dur. Alors, c'est pour cela que personne n'a voulu m'écouter. Il était violent dans leur riposte. Mais là, c'est un autre sujet.